Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Pourquoi consulter les mêmes personnes qui ont géré hier le Congo? Et pourquoi consulter aussi les personnes qui, nous savons très bien, sont criminels économiques, criminels qui ont pris des armes pour tuer les Congolais, ont attaqué les Congos à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Les Congos aujourd'hui n'avancent pas parce que nous avons eu le même politicien hier qu'aujourd'hui le président de la République consulte. Alors que nous savons très bien, dans la diaspora, les Congolais sont capables de changer les choses à l'interne de notre pays. Qui envoie le président de la RDC aujourd'hui de consulter les politiciens? Nous le savons très bien que Mme Leila, la représentante des Nations Unies, qui au Congo avait demandé un dialogue intercommunautaire pour pouvoir mettre les choses au clair, intégrer les forces qui ont attaqué les Congos dans l'armée congolaise, aussi dans les gouvernements. Aussi, nous allons parler de l'affaire Minembwe. Nous savons très bien comment, aujourd'hui, la communauté internationale fait pression pour céder une partie de nos terres aux étrangers. Mais nous allons parler de cette actualité avec M. Ndombele Félicien, qui est membre du Parti Socialiste en France et aussi proche de Julien André, avec M. Kaka Makungu, qui est président du MSK, Mouvement Sauvons le Congo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Au Congo, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi consulte. Il a parlé d'un gouvernement d'union sacrée. Nous le savons très bien qu'il est au pouvoir, ça fait 2 ans. Est-il important, aujourd'hui, que le président Tshisekedi consulte les politiciens congolais, sachant que ce sont les mêmes personnes qui ont tué hier, monsieur Kaka? Merci, M. Andreas, de nous avoir invités sur votre plateau pour ces débats. Consulter, ce n'est pas mal. Mais remontons un peu dans l'histoire. Parce que nous voyons ce qui se passe au Congo aujourd'hui entre les FCC et Cash. Nous devons dire d'abord que cette coalition qui fait mouche aujourd'hui à nos institutions, ça n'a pas été présenté devant le peuple congolais. L'erreur est partie de là. Il aurait fallu que ça soit présenté quand cette coalition a été faite. Ça devrait être présenté devant le peuple congolais, chose qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, nous voyons, il est en train de consulter, mais ce que moi je demanderais d'abord à eux, ils devraient présenter les excuses parce que ça a été une trahison institutionnelle. Qui doit demander les excuses? Entre Kabila et Félix Tshisekedi, ils devraient présenter des excuses devant le peuple congolais parce que c'était une trahison institutionnelle. Nous avions vu, moi je suis stupéfait quand je vois les Congolais aujourd'hui demandent encore ou ils sont en train de prétendre dire que la CENI va organiser encore les élections en 2023. La même CENI aussi a trahi nos institutions. Comment? Parce que c'est la CENI qui devrait normalement publier les élections, mais Corneille Nangaa a été recommandé par l'autorité morale du FCC pour nommer Félix Tshisekedi. Donc voilà, c'est par là que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui. Et même la CENI, c'est un organe néocolonial auquel les Congolais ne peuvent pas se fier à cet organe. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi a raison de consulter les mêmes personnes qui ont fait du mal à cette population. Non, bon, il a raison de consulter les Congolais, mais dans quel sens? Moi, je dirais plutôt, cette consultation, ça devrait être une conférence constitutionnelle, parce que il est en train de consulter les Congolais, mais avec quel outil? Quel cadre juridique? Parce que notre cadre juridique, c'est un cadre juridique qui a été écrit en Belgique, à l'extérieur du pays. Les documents n'est pas authentique. Les documents qui dirigent, qui ont des lois et les la droits. Constitution. Ouais, voilà la Constitution, qui a des droits et des devoirs de tous les Congolais. Donc, pour moi, il devrait plutôt organiser une conférence constitutionnelle, lesquelles nous, dans le MSK, nous avons envoyé des documents, nous avons envoyé un courrier qu'on a adressé à Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé à Tambo Mwamba, président du Sénat. Nous avons envoyé à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas obtenu même une adresse email de réponse. Bref, pour moi, ce qui est important pour la consultation, c'est que le peuple congolais attend aujourd'hui.
c'est les problèmes sociaux. Donc, je demanderai à tous les politiciens congolais de mettre leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire dans ce qui se trouve dans nos richesses, en fait, pour développer les social et l'économie du Congo. Voilà. Mais M. Nobel, c'est très important. Est-ce qu'en consultant ces politiciens, parce que M. Nkaka dit qu'il faudrait que ces politiciens arrivent à nourrir les Congolais, travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, est-ce que ces politiciens auront encore cet amour de donner à manger aux Congolais, sachant que ça fait plus de 60 ans qu'ils ont échoué. Quand on arrive au Congo, on comprend très bien que l'homme politique congolais est de mauvais cœur, parce qu'ils ont trahi la confiance du peuple congolais. Merci beaucoup, M. Andreas, de m'avoir invité. Je voulais aussi remercier tous nos internautes qui nous suivent à ce moment-là. Moi, personnellement, je pourrais dire que Félix, il a fait un constat. Il a constaté que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Cette vision que Félix avait, il a constaté que le pays n'avance pas. Le pays est bloqué. Et c'est pour cela que Félix a essayé de faire marche en arrière vers la population. Que je vais faire une consultation. Je vais consulter les leaders politiques et la société civile. Après, je vais revenir vers vous. Moi, d'abord, l'idée est bonne. L'idée n'est pas mauvaise. Puisque au début du pouvoir de Félix, tout le monde disait que non, c'est un deal. Qu'ils ont fait un deal. Mais personne n'a voulu croire à cette deal-là. Mais moi, au fond de moi, personnellement, je savais qu'il y avait un deal. Le preuve en est que, voilà, le deal, ils sont arrivés, les deux partis sont arrivés à s'accrocher et que le pays n'avance pas. Félix a pris une décision de revenir vers le peuple. Revenir vers le peuple en consultant les personnes qui ont tué au Congo, en consultant les rebelles et les étrangers. Oui, mais en consultant les politiciens et les civils. Les politiciens incapables de nourrir les Congolais. Il a bien dit, il a bien précisé, les leaders politiques. Les leaders politiques, voilà, incompétents. Incompétents. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que les leaders politiques incompétents. Parce qu'au Congo, socialement, les Congolais ne vivent pas. Je vous prends la parole comme ça. Oui, mais c'est pour cela que moi, je voulais te dire que moi, personnellement, j'attends après avoir consulté les politiciens, après avoir consulté les Congolais. Qu'est-ce que Félix va dire à la population? Est-ce qu'il va faire tomber le gouvernement? Toi et moi, personne ne sait. Est-ce qu'il va faire tomber l'Assemblée nationale? Toi et moi, personne ne sait. Donc c'est pour cela que moi j'attends ces moments-là. Les Congolais n'attendent pas les paroles. Les Congolais attendent maintenant les actes. Mais je sais que je vais comprendre. Ces politiciens que Félix a consultés, peuvent-ils importer une valeur ajoutée aux Congolais ou pas? Ça, c'est la question que les Congolais attendent de comprendre. Effectivement, il y en a des politiciens qui peuvent apporter quelque chose. Mais il y en a qui ne peuvent pas apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que au début, pourquoi Fayoulou a refusé cette consultation? Parce que Fayoulou disait que non. Il sera consulté. Non. Il a demandé d'aller dialoguer avec Félix. Il a demandé ça. Non, je ne sais pas. Fayoulou, c'est le premier à parler du mot dialogue. Si vous avez bien entendu, Fayoulou, quand il est arrivé à Kinshasa, il était la première personne à dire le mot dialogue. Il faut dialogue inter-congolais. Félix, peut-être par intelligence, il ne veut pas utiliser le mot dialogue. Il est allé sur le mot consultation. Mais pourquoi on doit aller au dialogue? C'est quoi cette histoire de dialogue? Parce que l'ONU, la Nations Unies, a imposé un dialogue intercommunautaire au Congo et l'Union européenne impose un dialogue inter-congolais. Pourquoi doit-on aujourd'hui aller au dialogue alors que Félix, il ne lui reste que 2 ans et demi? Andreas, juste il faut savoir une chose. Pourquoi moi je suis contre le dialogue? Combien de dialogues que les Congolais ont fait à Kinshasa et que ça n'a pas marché? Combien de dialogues que les Congolais ont fait à Kinshasa que ça n'a pas marché? Moi je suis contre le dialogue. Par contre, consultation, je suis d'accord consultation. Mais dialogue inter-congolais, si Félix, en lisant l'article 104
Il y a la Constitution. Non, article 69. Vous allez voir sur la Constitution, vous allez constater que en faisant dialogue intercommunautaire, Félix, il sera obligé d'aller appeler quelques représentants de la SADC. Pas de la SADC, les pays qui nous posent problème. Les pays qui nous posent problème pour trouver des solutions. Or, moi, je ne suis pas dans cette attitude. Mais l'ONU impose ça. C'est ce que défend Fayulu aujourd'hui quand il dit dialogue. C'est le dialogue qu'impose la communauté internationale. Mais, M. Andreas, nous ne pouvons pas toujours être que non. Tout ce que l'ONU dit, c'est bon. Quand est-ce que les Congolais peuvent se réunir eux-mêmes autour d'une table pour trouver des solutions pour les Congolais? Quand? Et c'est ça que Félix il est tenté de faire. Il est tenté de consulter, il est tenté de consulter. Mais moi, j'attends les moments que Félix va revenir vers la population. J'ai consulté la société civile. J'ai consulté le leader politique. Maintenant, voilà ma décision. C'est le moment que moi j'attends. Vous dites qu'il faudrait bien que les Congolais s'assoient ensemble pour trouver des solutions. Oui. Il ne faudrait pas consulter, il ne faudrait pas suivre ce qu'impose la communauté internationale. Une délégation du président de la République se sont rendus au Rwanda pour rencontrer le président rwandais. Est-ce que, parce que la déclaration, moi je me base sur la déclaration de Madame Leila, qui dit clairement qu'il faudrait bien aller à un dialogue intercommunautaire, déclare aujourd'hui Martin Fayulu. Alors, lorsque le président Félix envoie une délégation au Rwanda, n'est-il pas un dialogue intercommunautaire? Parce qu'il faudrait bien aussi insérer tous ces problèmes que nous avons à l'Est dans le gouvernement, tout comme dans l'armée du Congo, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila. Vous savez, M. Andreas, les problèmes du Congo, c'est les problèmes de la guerre qui se passe à l'Est, dans le Kivu. Donc, cette guerre est provoquée par des pays voisins. Pour trouver la paix, à un moment donné, il faut négocier. Négocier avec qui? Mais il faut négocier. Le pays est en guerre. Les provocateurs, c'est des pays voisins. Donc, pour trouver la paix, d'abord, nous d'abord, à l'intérieur du pays, on doit d'abord faire la paix entre nous. Et après, il faut négocier aussi avec le pays frontalier. Lorsqu'on est faible, on négocie. Pour ne pas se faire attaquer. Non, mais parce qu'on ne peut pas aller en guerre. Si on part en guerre, là, on va encore envenimer des choses. Mais moi, je pense qu'il faut aller négocier. Parce que c'est en négociant. Ça fait 20 ans que nous sommes en guerre, si vous le savez très bien. On doit négocier pendant 20 ans, perdre les Congolais, alors qu'on nous tue. On récupère nos terres aussi, c'est ça. De toutes les façons, l'ancien président de la République a dit même une partie de terre congolais qui sera remis à un autre. Ça c'est Kabila, fils ou le père? Non, Mobutu a dit. Ce qui est très bien pour comprendre que non, Mobutu a dit terre mon côté Congo. Mais Mobutu a donné des terres au Rwandais, l'île des Oudji, si je ne me trompe pas, je trouverai les noms. Mais c'est un cas. C'est très compliqué. Joseph Kabila a été imposé. On a demandé à Kabila de céder les terres parce qu'en 2008, Monsieur Kamere était président du Parlement. Joseph Kabila avait dit qu'il faudrait céder une partie de nos îles au Burundi pour trouver la paix, vivre en paix. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi en pouvoir, on lui impose de céder Minembwe parce que le ministre du décentralisation, Rouberois, a voulu dire quelque chose. Il a bien dit que le président était impliqué à cette histoire. Alors, lorsqu'on impose à nos présidents à chaque fois de céder, parce que ce ne sont même pas les Banyamulenge qui nous demandent nos terres, mais ce sont des multinationales qui nous imposent aujourd'hui en utilisant nos frères Banyamulenge. Alors, lorsque Félix Tshisekedi est agenouillé devant le fait accompli des Occidentaux, faudrait bien aller négocier avec les représentants de ces forces ou pas, parce que dans la diaspora, il y a des Congolais qui sont aussi actifs pour sauver ces pays.
Non, ben, pour moi, les problèmes, on ne peut pas négocier comme ça. Nous avons nos institutions, comme je disais tout à l'heure. Il aurait fallu d'abord changer des lois de notre pays, donc en commençant par la Constitution. Les problèmes de l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date, ça fait beaucoup de décennies avant même notre indépendance. Depuis 1937, 1950, 1953, Congo belge, les Belges ont déversé beaucoup de population rwandaise à l'est du pays. J'ai un livre ici, Structure économique du Congo belge et Rwanda-Urundi. Et toute cette population qui ont été déversées à l'est du pays parce que les Belges, quand ça fit le Congo fit Congo-Belge, on nous a dirigés économiquement. On avait la même banque et tout consort. En dehors de ça, il y a eu des guerres de Kanyarwanda vers 1960, mais plutôt 1964 et 1965. En dehors de ça, il y a eu encore des guerres vers 1990, 1994, vous le savez très bien, cette histoire des génocides rwandais. Il y a eu même des Rwandais qui se sont bâtis à l'est du pays, qui ont été déversés. Nous venons encore dans les guerres d'octobre 1996, que les Tutsis d'Isaïr ont attaqué avec Laurent Désiré Kabila. Et puis, la guerre de 98, le 2 août. Donc, tout ça, c'était pour déstabiliser les pays des Grands Lacs. Mais dans l'histoire, nous avons, étant que nous sommes un pays souverain, ça relève des compétences du président de la République. Moi, j'aurais proposé même la fermeture de notre frontière. Donc voilà, on a notre armée, ce n'est pas pour aller faire la guerre comme a dit M. Ndombele, mais c'est pour défendre notre population. On ne peut pas laisser notre peuple soit tué comme ça, comme des bétails, mais notre armée doit défendre notre population. Le président actuel serait capable de résister aussi à la pression extérieure si on fermait aujourd'hui nos frontières, comme vous le souhaitez. Nous sommes le même peuple. La fermeture de notre frontière, c'est pour faire régner la paix dans le pays des Grands Lacs. C'est à nous de prendre cette décision parce que ça fait des décennies que cette frontière est perméable, dont les ennemis entrent par là. On a au moins aujourd'hui à l'est du pays 176 armées négatives. Donc la fermeture de notre frontière, ça sera une bonne chose pour démanteler toutes ces armées négatives. Donc le président de la République, même comme il est en train de consulter là, il doit prendre des décisions pour fermer. En fermant, nous devons aussi, même après, faire signer des traités économiques, traités d'éducation, traités, par exemple, avec les pays voisins, en fait, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda. Donc, voilà. Donc, notre frontière, ça doit être fermé. On ne peut pas laisser cette frontière ouverte. Parce que là, vous parlez des traités économiques, tout ça. Moi, je sais que parce qu'il y a une constitution que les Occidentaux ont écrite pour l'Afrique, comment diriger l'Afrique. Je l'ai su quand je suis allé à Kinshasa, je suis rentré, j'ai fouillé, je suis tombé quelque part où il est écrit dans la constitution occidentale que l'Afrique, surtout je parle du Congo, les Congolais n'ont pas droit à une très bonne éducation et surtout de ne pas manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même la loi sur la gratuité de la scolarité pose problème au Congo parce que l'Occident ne veut pas que les Africains s'éveillent consciemment, qu'ils aient une conscience comme les Occidentaux. Lorsque vous parlez de ça, vous ne pensez pas que nous risquons même une guerre directement avec les Occidentaux parce qu'ils vont nous pointer du doigt? Non, merci, M. Andreas. Comme M. Ndombele l'a dit, mon frère, nous devons prendre des décisions. Dans la vie, quand vous ne décidez pas, quand vous courez derrière les gens, quand on vous impose des choses sans pour autant parler, sans pour autant refuser, ça ne tiendra jamais. Notre problème, surtout les problèmes de l'Est est là, nous devons savoir qu'il y a un problème fabriqué par les Juifs, par exemple. C'est la judaïsation des Tutsis. Dans les pays des Grands Lacs aujourd'hui, c'est appelé, il y a un pacte, on appelle aujourd'hui pacte d'Avila. Pacte d'Avila. Donc ça veut dire que les multinationales, dont les 10 familles qui dirigent le monde, ont fabriqué, ils ont dit, dans cette pacte, ce sont les Rwandais qui vont diriger les pays des Grands Lacs. J'ai ici, même, c'est biblique en fait, la judaïsation de Tutsis, les Juifs, ils ont dit, il y a au moins 500 000 Tutsis hébreux, vers 586, il y a eu, dans les 12 tribus des Juda, il y a eu
500 000 Tutsis hébreux qui ont été disparus au monde, ce sont eux qui sont là-bas au Rwanda et ce sont eux qui doivent. C'est une fausse information, ça. C'est faux, c'est fabriqué. Mais aujourd'hui, c'est mis en œuvre. C'est ce qui est en train de se passer. Nous voyons bien, c'est le Rwanda qui dirige. Ils ont dit ce qui se passe, toutes les guerres qui se passent à l'Est, c'est prophétique en fait, par les dieux d'Israël. Je vais donner aux Congolais, voire même les versets bibliques qu'ils vont lire pour voir. Et ils ont dit, c'est dans le livre de l'Exode 4, 17, Exode 3, 10, Exode 3, 16, Exode 15, Exode 17, 5, verset 7. Selon eux, les Juifs, ils ont dit, selon eux, la guerre actuelle des Tutsis dans la région des Grands Lacs, appelée actuellement Avila et surtout en RDC, est un fait prophétique des dieux d'Israël. Il se réfère encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 2. Donc voilà, c'est fabriqué, mais nous, ce que nous demandons à nos frères voisins, parce que nous sommes même peuple, c'est le Congo même qui a donné naissance, même dans toutes les populations du monde, nous disons non à cette histoire de judaïsation des Tutsis. Si les gens veulent rester au Congo, ils doivent rester avec les lois établies en respectant nos lois. Là, ça sera bon. En respectant le Congo. Mais c'est nommé le... Alors, lorsque le président consulte aujourd'hui, parce que moi, ce que je ne comprends pas, le président consulte aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a dialogue, consultation au Congo, il y a l'absence des Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, on consulte, il y a un vide, l'absence totale des Congolais de la diaspora qui, aujourd'hui, disent que les Congos est mal géré. Pourquoi la diaspora n'est pas consultée? Pourquoi la diaspora ne se présente pas aussi au Congo pour se faire consulter? Merci beaucoup, Andreas. L'histoire de la diaspora, Andreas, je pense qu'on en a parlé dans une autre émission qu'on était à deux. Moi, je dis toujours à chaque fois que la diaspora européenne n'est pas organisée. La diaspora européenne n'est pas organisée. Pourquoi la diaspora n'est pas organisée? La Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, jusqu'à aujourd'hui, dans la diaspora, il n'y a jamais un leader. Vous savez, dans la politique, il y a toujours un leader. Pas de tendance politique, Donc, impose. Non, ce n'est pas question de quelqu'un qui vient qui nous impose. Les tendances politiques nous imposent, peut-être. Pourquoi des tendances politiques? Pour pas qu'il y ait un leader. Est-ce qu'ici en Europe, on a un parti comme ici, par exemple, un parti socialiste ou le non, on n'a pas de parti. Il y a des tendances les responsables du parti, ils sont là. Mais la diaspora comme telle, je peux vous citer les noms des diasporas de la Belgique, de la France, partout. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. C'est pour cela que les hommes politiques congolais ne nous prennent pas au sérieux. Mais si on avait un leader, si on était organisé, les Congolais du Congo, les politiciens à l'intérieur du Congo allaient nous respecter. Mais au jour d'aujourd'hui, les politiciens à l'intérieur du Congo ne nous respectent pas parce que nous ne sommes pas organisés. On peut commencer bien, mais à la fin, toujours... Ils nous disent qu'ils ne sont pas organisés pour pas qu'on s'organise, pour qu'ils restent nos leaders. Parce que moi, je sais qu'ils ont peur des Congolais de l'étranger parce qu'ils ont une compétence, ils ont une expertise qu'eux-mêmes, les politiciens, n'ont pas. Mais c'est Nganka. Oui, M. Andreas, comme a dit M. Ndombele, nous-mêmes déjà la diaspora, nous ne sommes pas organisés. Alors, comment ces politiciens ils peuvent nous respecter? Non, nous ne sommes pas organisés. Et moi, je dirais ceci. La politique, même celle de la diaspora, à tous les Congolais qui nous suivent, ou à tous les Africains. Moi, je connais les pays, d'autres pays africains qui ont leur diaspora ont œuvré. Ils ont créé des hôpitaux, des centres culturels. Et nous, la diaspora congolaise, qu'allons-nous déjà fait? C'est dans la maladie congolaise. Même les politiciens congolais ne sont pas organisés. C'est dans la maladie congolaise. On ne dira pas que la diaspora n'est pas J'ai dit déjà ici, oui, la diaspora, elle n'est pas même les politiques qui gèrent les Congolais ne sont pas organisés. Mon frère, où est les leaders? Même ici en France, on n'a pas de leader de la diaspora. Moi, j'ai donné des propositions quand on a commencé la lutte depuis 2011. J'ai dit qu'on organise la diaspora. La diaspora, elle est organisée dans des insultes, tout consort. Mais
pour parler vraiment des problèmes sociaux, économiques, politiques, culturels, nous n'avons pas des... Mais la diaspora reflète la politique, la classe politique congolaise parce qu'ils ne sont pas organisés. C'est plus des gens qui sont manipulables facilement. Alors, parlons de ce qui se passe. Juste une simple question. Donc, aujourd'hui, vous ne serez pas représenté à Kinshasa, vu les consultations du président. Là, c'est les problèmes de l'État congolais. C'est les présidents, quand ils ont commencé, ils ont fait des réunions avant la consultation, ils devraient savoir qu'il y a aussi une entité politique extérieure qui est la diaspora congolaise. Donc, ça, c'est toujours le problème de nos politiciens. Nous avions vu même pendant les élections, on n'a pas voté. Il n'y a aucun politicien, même que ce soit du côté de l'opposition, même de la majorité, il n'y a personne qui a redonné ces droits-là aux civiques, aux Congolais, de la diaspora. Donc la diaspora elle-même, elle doit créer sa leadership, elle doit s'organiser pour qu'ils aillent sur le terrain. Moi, je dis pour la consultation, même si nous ne sommes pas consultés, ce n'est pas un problème grave. Mais la diaspora, qu'elle crée son mouvement auquel elle va mettre ce pied sur le terrain et pour combattre sur le terrain, pour avoir aussi le pouvoir et montrer la leçon de la construction du pays. Voilà ce que la diaspora doit. Il y a une chose que je voulais rajouter, M. Andreas. Vous devez savoir une chose, que juste mon frère Yangou vient de le soulever. Quand il y a eu des élections au Congo, les Congolais de la diaspora n'ont pas voté. Pourquoi? Ils ont perdu la compétence de la diaspora parce qu'ils ont question de les effacer. C'est même pas question de la compétence, parce que déjà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un fichier de la carte d'identité nationale pour la diaspora, pour les Congolais, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y en a pas. Et comment que ceux qui sont à l'intérieur peuvent accepter que non, voilà, pour que la diaspora participe à la consultation, il faut que ça vienne à la tête du président. Il faudrait qu'eux-mêmes soient organisés. Oui, non, il faut que le président de la République, il faut que ça vienne dans sa tête, comme quoi que oui, il y a quand même, attends, on est quand même plus de 10 millions de Congolais qui sont à la diaspora. Plus de 10 millions de Congolais. Moi, je pense que dans les émissions qui sont passées, je vous avais dit, j'avais dit, moi, mon souci, je veux me battre pour avoir le parlementaire de la diaspora. C'est ça mon but. Il faut qu'on se batte pour qu'on ait une partie de la diaspora qui va représenter la diaspora de l'étranger. Voilà, parlons de Minembwe parce que on ne rentre pas vraiment en profondeur, mais parlons un peu de Minembwe. Ce qui se passe au Minembwe aujourd'hui, les terres du Congo qui doivent aller, une partie. Ce que je veux comprendre, est-ce que les Banyamulenge ont besoin de ces terres ou bien ce sont des multinationales qui imposent leurs représentants politiques de récupérer ces terres pour eux? Non, c'est un peu politisé cette histoire de Minembwe. C'est un peu la politique. Voilà. Quand j'ai entendu, j'ai regardé sur une émission de notre frère Kisha Bosembe qui demandait au professeur si les Banyamulenge sont des Congolais, ils ont dit sont des Congolais. Moi je dis c'est faux. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Écoutez-moi, je voulais vous dire que politiquement, les Banyamulenge sont des Congolais, oui, mais officiellement non. Politiquement oui, mais officiellement non. Pourquoi je dis oui? Oui. De plus de façon, le président Tshisekedi l'a dit. Quand il a fait son discours à Londres, qu'est-ce qu'il a dit? Les Banyamulenge sont des Congolais. Parce qu'il y a un accord. Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord. Mais moi, personnellement, je peux dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Officiellement, ne sont pas des Congolais. Donc, si les Banyamulenge sont Congolais, parce qu'à l'époque, le Rwanda, Burundi, Congo était le même pays. Donc, s'ils sont Congolais, à ce moment-là, il faudrait que les Congolais aussi réclament que les Rwandais reviennent en Congo. Oui, mais si les Banyamulenge, si à l'époque, les Rwandais et les Burundi étaient dans la République démocratique du Congo, mais pourquoi ils ont demandé la nationalité en 72? Pourquoi Barthélemy... Parce qu'il y a indépendance. Oui, mais pourquoi Bissengimana, en 72, il a demandé la nationalité congolaise des Banyamulenge? Parce que les choses ont changé peut-être, mais c'est comme ça. Ces problèmes, ça génère toujours des troubles dans notre pays. Moi, les problèmes des nationalités, ça pose, c'est pas un problème vraiment grave. Les problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre tous les pays voisins, il y a toujours des mélanges. Nous sommes le même peuple, mais ce que moi je souligne,
pour les Rwandais, c'est de cesser cette histoire, de suivre cette histoire de la judaïsation des Tutsis. Ils sont dans leur territoire. Les Congo, c'est les terres aussi des Rwandais. C'est l'enfer. Pourquoi il y a la différence entre les Pygmées et les Rwandais? Donc nous venons dans la même structure. C'est le Congo qui a donné naissance à toutes les populations du monde, comme je l'ai dit. On ne peut pas leur refuser de résider chez nous ou de devenir des Congolais. Mais on doit donner cette nationalité aux gens qui vont respecter les lois. Donc le problème, ce n'est pas le peuple, mais plutôt les politiciens qui jouent les jeux. Voilà, bon, voilà, c'est ça en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission, au début de l'émission, mais pourquoi aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, il ne peut pas fermer la frontière? Parce que, comme vous avez dit, c'est un jeu. Mais pourquoi on doit laisser notre frontière ouverte? Ça, on n'a pas un mot à dire. Moi, je demanderai à Félix Tshisekedi de fermer la frontière, même le Parlement. Si les parlements, les députés et les sénateurs, ils sont là vraiment pour le peuple, mais pourquoi ils doivent faire une motion à l'Assemblée nationale pour la fermeture de notre frontière, même pendant 160 jours? Voilà. Mais c'est nommé. Vous êtes d'accord, il faudrait fermer nos frontières, éviter que les Congolais traversent, parce que la majorité des professeurs au Rwanda à Kigali sont Congolais. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère Yamboya. La fermeture des frontières dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a tellement de passoires, des immigrations, des passoires d'immigration. Donc il y a des gens, surtout dans l'Est, il y a des Rwandais qui rentrent. Aujourd'hui, vous avez d'autres personnes. Demain, vous allez voir encore une autre ethnie qui arrive. Mais pourquoi on n'a pas l'identité? Parce que nos politiciens ne sont pas organisés. Comme là, ils ne sont pas organisés. C'est une maladie congolaise. C'est comme aussi la diaspora congolaise ne veut pas aussi s'organiser. Si, c'est comme dit mon frère, donc on a un problème de gestion et administration territoriale. Donc nos politiciens qui dirigent les pays aujourd'hui, cette connaissance, c'est savoir-faire, savoir-être sur la gestion et l'administration territoriale du pays leur manque beaucoup. Ils n'ont pas ils ne mettent pas leur connaissance dedans. Sur la gestion merci beaucoup, monsieur Nkaka Makungu. Vous êtes président du MSK, Mouvement Sauvons le Congo. Merci beaucoup aussi à M. Ndobele Félicien. Vous êtes politicien du Parti Socialiste en France et aussi proche de Julien Drey. Prochainement, nous allons parler nous irons en profondeur des choses sur les frontières du Congo. Parce que nous avons un document, une documentation à vous présenter. Parce qu'il est très important de comprendre ce qui se passe au Congo. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai surtout de partager et de s'abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.